Des retours de directeurs de casting, alors que je faisais, je sais pas, 8 kilos de moins, donc j'étais quand même relativement très mince, qui disaient elle est un peu trop grosse, il faudrait qu'elle perde un peu. On prenait les mesures, ah merde, elle a dépassé 90 cm de hanche, ça va pas du tout. Le fait est que je rêvais d'une fusillade de famille et qu'il y en avait une. Écoute, j'ai eu un stalker qui me suivait un peu partout, il savait où j'habitais. Vous vous apprêtez à regarder un épisode de Click avec Camille Raza qui est avec moi. On va parler mode, on va parler jeux vidéo. Et Camille a un seul conseil à vous donner. Cliquez, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, cliquez, laissez un commentaire, c'est le moment. Camille Raza, bienvenue Camille. Merci. Tu es une habituée de Click. Ouais. On adore te recevoir, on suit ton parcours depuis le début et à chaque fois on est émerveillés et je suis encore une fois très fier de t'avoir avec nous. On va faire un petit point d'étape, savoir où en est la rasaterie. Très bien, voilà. Très bien. Alors, tu es déjà à l'affiche de Nero. Ouais. Série qui cartonne déjà sur Netflix, avec notamment Pio Marmaille qu'on a reçu ici. Tu joues une sorcière borgne, rôle de composition, car tu n'es ni sorcière ni borgne. Enfin, sorcière... Un peu, on en parlera, vu que tu as une passion pour les films d'horreur que tu regardais ado avec ta maman, qu'on en parlera également tout à l'heure. Et tu es aussi à l'affiche des Disparus de la gare. C'est une série sur Disney+, à partir du 8 octobre. C'est inspiré d'une histoire vraie, un vrai fait divers. Ça se passe entre 1995 et 2001. 4 jeunes femmes qui se volatilisent mystérieusement à Perpignan. 3 ont été sauvagement assassinées. Une jeune fille n'a jamais été retrouvée. Et toi, tu es Flore Robin. C'est qui Flore Robin ? Flore Robin, donc c'est l'enquêtrice qu'on suit sur toutes ces années, qui sort d'école de police et qui enquête sur la disparition de ces jeunes femmes. Bande annonce. Leila Shakir, 19 ans. On essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et on garde la tête froide. Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare. Non, ils se connaissaient pas. Hein. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, nous ont presque rayonnés. On a parlé avec le légiste. Apparemment, on doit chercher un médecin. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Ce qu'il nous faut, c'est un petit détail qui va nous garantir à 100% de le faire craquer. Il est pas clean, ce gars-là. Il peut pas être clean. Il habite à 5 minutes de la scène de crime et il a travaillé dans 18 hôpitaux différents en France. Dès que ça chauffe, il fait quoi? Il déménage, il change de ville. C'est un parano, c'est une anguille. Il peut être n'importe où maintenant. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais il a envie de parler là, maintenant! Tu mélanges 2 affaires là. On s'est tous plantés. On a merdé. Soit tu veux découvrir la vérité, soit tu continues à croire que t'as raison. Les Disparus de la gare, c'est après une histoire vraie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe un phénomène en ce moment avec les plateformes. C'est que souvent, quand il y a des fictions ou des documentaires, ça a un impact sur la réalité. Là, par exemple, l'enquête a été réouverte au moment où sort la série. Comment ça se passe quand on est comédienne et qu'on doit s'emparer d'un sujet qui est encore aussi actuel, aussi frais? Bah, c'est difficile parce qu'on a évidemment une responsabilité sur les épaules qui est tout autre. Maintenant, si on peut être un minimum utile, effectivement, la cold case donc, sur Tatiana Andujar, qui est cette fameuse jeune fille qu'on n'a jamais encore retrouvée, tant mieux si on peut être utile. Et toi, quand tu dois préparer ce rôle, est-ce que tu vas rencontrer les vraies personnes? Est-ce que tu lis ou est-ce que tu dois, au contraire, prendre une distance en disant, moi, mon rapport à mon travail de comédienne, c'est le scénario et rien d'autre? Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que là, on avait énormément de matière, donc effectivement, comme c'est un fait divers qui a été énormément couvert médiatiquement, il y avait tous les articles, etc. sur Internet, donc j'ai vraiment énormément travaillé en amont. On a eu aussi la permission de Marie-Jo Andujar, donc qui est la maman de Tatiana, qu'on cherche encore, qui nous accompagnait, qui était consultante sur la série. Moi, à la fois, j'essaie de communiquer, à la fois, j'essaie de garder une certaine distance aussi, parce que pour moi, c'est aussi une preuve de respect, même si je me suis renseignée en amont. J'ai pas envie de rentrer dans l'intimité des gens et de faire un espèce de voyeurisme, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler comme ça. Donc, c'est un peu des deux, c'est-à-dire garder une distance suffisante pour que non plus ce soit pas quelque chose d'étouffant, qui me ronge aussi, parce que évidemment que ça me concerne en tant que femme en 2025 ce qui s'est passé et qui est malgré tout toujours actuel. Aujourd'hui, tu vois bien, les féminicides, il y en a eu encore plus en 2025 qu'en 2024. Les plaintes de viol vont quasiment jamais jusqu'au bout. Donc c'est toujours brûlant d'actualité, malheureusement, et d'autant plus quand on voit l'actualité mondiale. Est-ce que toi, tu es passionnée de faits divers? Oui. Alors, qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi est-ce que
lire un cold case ou une histoire qui a pu se passer dans une famille ou ce genre de drame, pourquoi est-ce que ça te passionne? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Et qu'est-ce que ça appelle chez toi, en fait? En fait, c'est malheureux, mais je trouve qu'on vit dans une société tellement angoissante que le fait est de regarder dans une safe place, c'est-à-dire chez soi, quelque chose d'angoissant, c'est comme si inconsciemment on se préparait au pire. Et je crois que c'est pour ça que ça me fascine aussi. C'est quoi les faits divers qui t'ont le plus marqué? Il y en a plein. Il y a l'affaire du petit Grégory qui est affreuse et effectivement, on n'a toujours pas de réponse. Il y a l'affaire d'Outreau qui était atroce aussi. Tu as prononcé ce mot « safe place ». Donc, c'est un espace où on se sent bien. Est-ce que toi, en tant que femme, aujourd'hui, tu te sens bien dans l'espace public? Est-ce que c'est une safe place pour une femme de ton âge, de ta génération? C'est une bonne question. Je me la pose de temps en temps. Je dirais que ça dépend des jours. Moi, disons que j'ai commencé à travailler très, très jeune dans le mannequinat, etc. Donc, j'ai été habituée très, très jeune à voyager seule, à me gérer aussi seule. Donc, je dirais que j'ai peut-être moins peur. Ça n'empêche pas que, par exemple, quand je rentre chez moi, tu vois, je regarde derrière moi, j'ai mes clés dans ma main. Donc, c'est plus des détails comme ça où je me dis, tiens, quand même, en fait, j'y pense inconsciemment et c'est devenu des réflexes. Et est-ce que la notoriété, ça a augmenté ta peur ou ta vigilance? Ou est-ce que tu as eu des épisodes où tu t'es dit, là, je ne fais pas ce métier pour que ça m'arrive? Écoute, j'ai eu un stalker qui n'était pas du tout méchant par ailleurs, mais effectivement qui me suivait un peu partout. Et puis un jour, ça s'est terminé, je me suis simplement retournée, j'ai fait « Pourquoi vous me suivez tout le temps ?» Il me dit « Je veux juste une photo ». Et ça s'est terminé. C'est-à-dire, il te suivait Il me suivait. Je le voyais de façon récurrente. Alors, au début, je me suis dit, bon, t'es parano, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Je me dis, je suis parano. C'est peut-être juste un voisin. Voilà, c'est peut-être juste un gars du quartier. Et en fait, non, il voulait juste une photo. Donc, le gars avait trouvé ton adresse? Il savait où j'habitais, ouais. Waouh. Ouais, pas ouf. Et donc, la vigilance, en fait, comment tu la places dans les gestes du quotidien? Comment est-ce que tu gères ça? Franchement, comme je t'ai dit, c'est pas tous les jours. Il y a des jours, tu sais, c'est bête, mais tu te sens plus en confiance en toi, d'autres un peu moins, t'es un peu plus fragile. Et dans ces jours-là, c'est vrai que, surtout la nuit, en fait, la journée, j'avoue que j'y pense pas. La nuit, c'est des choses, ouais, où c'est des détails, mais je regarde derrière moi, je fais genre d'avoir mes écouteurs, mais en fait, j'ai rien dans les écouteurs au cas où. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça où tu te rends pas compte, c'est tout à fait inconscient, mais malgré tout, c'est là. On dit aussi que dans le monde du cinéma ou de la production, l'après-MeToo a changé et protège de plus en plus les femmes. Toi, tu es de la génération post-MeToo. Est-ce que tu te sens mieux dans le métier? Ou est-ce que c'est toujours compliqué en tant que femme? Franchement, moi, j'ai eu énormément de chance. J'ai travaillé qu'avec des gens et des équipes très, très bienveillantes. Donc, j'ai jamais eu ce genre de problématique. Je sais que ça a pu arriver à des amis à moi. Maintenant, je trouve que je remercie toutes ces femmes, justement, qui ont été à l'origine de ce mouvement. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, notamment, tu vois, sur les scènes d'intimité. Par exemple, maintenant, on a des coachs, ce qu'on appelle d'intimité. Et moi, personnellement, j'en ai pas nécessairement besoin quand je me sens bien avec mon partenaire, donc je le demanderai pas. Maintenant, je trouve ça bien que ce soit toujours une option. Parce que tu as des gens qui sont plus ou moins pudiques aussi avec leur corps. Moi, la pudeur, elle ne se situe pas à cet endroit. Et je trouve ça important, en fait, qu'il y ait cette option et que cette personne arrive pour vraiment tout chorégraphier, tout expliquer comment ça va se passer. Et je trouve ça hyper rassurant d'une certaine façon. Donc, c'est bien. Elle se situe à quel endroit pour toi, la pudeur? Moi, c'est plus dans mes émotions ou dans ma vie personnelle. J'ai du mal à accepter d'être vulnérable devant des gens. Tu vois, parler de mes émotions, c'est un peu plus compliqué. Parce que depuis que tu es jeune, toi, tu fais un métier de représentation. Tu as été mannequin très tôt, tu as voyagé très tôt, tu as été actrice très jeune. Donc, tu as toujours dû montrer un autre visage, en fait, le visage que les gens voulaient voir. À quel moment c'est toi? En fait, après, je suis moi, tu vois, là, je me sens à l'aise, etc. Mais parfois, tu es dans des espaces où, effectivement, tu as bien conscience que tu es la projection que les gens ont sur toi. Et donc, il faut assumer un peu ce rôle-là. Après, ça me va aussi parce que ça met une distance. Et j'ai pas envie que les gens rentrent trop dans mon intimité non plus. Je suis très discrète, tu vois, sur ma vie privée. Je communique très peu dessus. Et c'est vraiment, entre guillemets, calculer ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on le demande plus aux femmes qu'aux hommes de communiquer sur leur vie privée? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, j'en sais rien. Je pense que
Il y a un truc où, tu vois, dans les espaces médiatiques, les femmes, on a toujours envie de savoir un peu ce qui est croustillant et on ose plus, je pense, de me poser ces questions-là, une femme aussi. Mais ça commence à changer quand même, j'ai l'impression. Toi, il y a aussi plein de choses dans ta personnalité. On va te présenter 2 personnes, 2 créateurs, une créatrice de mode et un créateur de jeux vidéo. C'est un peu 2 de tes passions qui vont se rejoindre dans cette émission. Mais tu as une autre passion, c'est le paranormal. T'es quand même une meuf du paranormal et j'aimerais qu'on clique ensemble sur le clic classique de la semaine. Et c'est un de mes films préférés, initié par des gens qui étaient de la bande du Saturday Night Live. Et ça a donné une des meilleures comédies paranormales de l'histoire, c'est SOS Fantôme, Ghostbusters. Ouais. On regarde juste un petit extrait croustillant avec Sigourney Weaver. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça dans ta vie? À ce point, peut-être pas. Non, mais blague à part, je crois effectivement aux esprits. Je pense qu'il y a vraiment des énergies qui peuvent rester bloquées sur Terre. On va me prendre pour une folle. Non. Bon. On y est. On y est. Bon, c'est trop tard de toute façon. Non, j'ai pu expérimenter parfois, comme je sentais des présences ou faire des rêves bizarres et après demander là où j'étais, dans une maison de campagne notamment. Et en fait, c'était une maison où, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu effectivement des fusillades. Et on s'est renseigné avec le cadastre, on a la mairie, machin, etc. Et il y avait eu effectivement une fusillade. Et donc, je faisais que rêver de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dormais dans la maison... Pas à chaque fois, mais... Et tu rêvais des choses qui s'étaient passées dans cette maison? Je ne sais pas si ça s'est exactement passé comme ça. Le fait est que je rêvais d'une fusillade de famille et qu'il y en avait eu une. Et dans ton rêve, tu te sentais comment? Parce que souvent, dans les rêves, on peut sentir des choses. C'était horrible. Bah, évidemment, c'était horrible. En fait, j'étais comme une spectatrice de ce qui se passait sans pouvoir rien faire. Et t'as pu aller redormir dans cette maison? Ah oui. Ouais. Et alors, explique-moi l'épisode où tu dois aller au commissariat ou chercher le cadastre pour dire, voilà, j'ai fait des rêves. Comment on te regarde? Non, en fait, on l'a pas tourné comme ça parce que là, vraiment, je pense qu'on m'aurait pris vraiment pour une folle. Non, en fait, c'était que le propriétaire de cette maison, il avait le droit de demander son cadastre, de demander tout ce qu'il fallait à la mairie pour les documents parce que de toute façon, il voulait acheter une grange qui était attenante. Donc, il y avait une vraie raison administrative, tu vois. Et c'est juste qu'après, on a demandé, c'est un petit village, tu vois, vraiment en campagne, et on a pu demander un petit peu ce qui s'était passé autour de cette région et spécifiquement de cette maison. Et après, bon, tu sais jamais si c'est des histoires de village, mais cette région-là, elle est connue pour avoir caché des Juifs et être vraiment engagée dans la résistance. Donc... C'est fou. Et est-ce que tu as eu d'autres rêves dont tu te souviens tout le temps, des rêves récurrents? Ça, c'était plus des terreurs nocturnes, je pense, que j'avais quand j'étais petite. C'était un espèce de truc très, très récurrent où, effectivement, c'était comme une ombre noire avec des yeux rouges et qui venait, comme dans les films d'horreur, tu sais, te chercher la nuit dans le lit, sous les draps, machin et tout. Ça a duré des années. Et c'est parti. C'est parti comment, tu sais pas? Non, aucune idée. Et t'as déjà vu genre des voyantes ou des sorcières ou des trucs comme ça? Non, j'ai jamais voulu passer le cap parce que comme j'y crois, si tu veux, ça me fait peur. T'as pas envie d'activer ces forces-là? Non. Dans tes autres passions, il y a le rap. Ouais. Et t'es une des plus grandes fans de Eminem. Ouais. Et vous avez un petit point commun, Eminem et toi, c'est que vous savez jouer la comédie. On le savait pas assez, mais Eminem est un bon comédien. Excellent. Et à chaque fois qu'il se retrouve dans des films, qu'il fait des petites apparitions, c'est canon. Et j'aimerais qu'on clique sur un film dans lequel il a joué, où il fait une apparition. Ça s'appelle Happy Gilmore. C'était un classique des années 90. Donc c'était Adam Sandler qui jouait un golfeur. Et là, il y a le 2. Et dedans, il y a une scène avec Eminem qui mérite juste le clic. On regarde.
Mais j'adore. This is what I do. I don't know, there's only 4 of you. You better go get some help. Okay. Come on, get him up, boys. I know a lot about fighting. I'll bite your leg off. You want some smoke? This ain't nothing. Now you got me really pissed. Oh, what is this? Oh, you want some of this? Come on. Oh, you brought the whole family. Oh, my dick. Detroit, what? I just don't give a fuck. Put some respect on my name, bitch. What is he doing to those gators? Well, it looks like we have our first fatality. Woo! C'est fou. Un film où tu peux littéralement voir Eminem se faire manger par des crocodiles. Mais tu m'as donné envie de le voir, et de voir les deux du coup. C'est de la tuerie. Eminem, je voulais te montrer ce moment-là parce que la comédie pour lui c'est un terrain de jeu fabuleux. Et souvent Eminem on le fait passer pour un rappeur chiant. Ce qu'il est un peu dans ses derniers morceaux, alors que ça a toujours été un vanneur. Complètement. Et on l'a mal compris. Et je trouve que toi, il y a un parallèle, c'est qu'on te glamourise beaucoup, alors que t'es quand même extrêmement normal. C'est-à-dire que tu revendiques tout le temps ta normalité et que les gens te mettent dans des cases où c'est pas forcément toi. Ouais, complètement. C'était un peu la même chose pour Eminem, effectivement. Après, je vais pas faire un parallèle entre Eminem et moi. On va s'arrêter là parce que c'est... Sinon, les crocodiles vont vraiment arriver. Là, les crocodiles vont vraiment arriver en mode « Waouh, pour qui elle se prend celle-là ?» Mais c'est vrai que, forcément, comme la plupart des gens... Et après, je comprends, tu vois, je suis pas en jugement ou en colère ou quoi que ce soit. Mais comme les gens m'ont découvert dans cette série Emily in Paris, en tout cas, plutôt à l'Inter... Il y a un truc de, effectivement, c'est la meuf d'Emily. En plus, comme mon personnage porte le même nom que moi, il y a encore plus la confusion, tu sais, où on se dit, c'est la fille mignonne, etc. Or, dans ma vie, tu le sais bien, c'est plutôt la play, rester à chiller chez moi avec des potes. En fait, j'ai une vie très chiante et très simple et ça me va bien. Mais c'est la vie. Moi, je trouve aussi, tu vois. Et Emily in Paris, pourquoi t'as pas voulu continuer ? Écoute, en fait, moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve que la storyline de mon personnage, elle arrivait un peu à sa fin, en vérité, et aussi parce que ça me prenait énormément de temps dans l'année, où je me suis retrouvée à devoir refuser des projets qui me plaisaient vraiment beaucoup, parce que je devais être disponible, et c'est le jeu, et c'est comme ça. Après, j'ai énormément de gratitude envers cette série, parce que ça a mis mon nom, tu vois, à l'Inter, et c'est quand même assez rare. Donc pour ça, j'ai de la chance. Mais aussi, je crois que faut pas être trop redondant aussi. Et comme tu dis, les gens, ils aiment bien me mettre dans une case. Donc, je voulais en sortir. D'où le fait que Les Disparus de la Garde, d'où Nero, d'où là, je tourne une autre série qui n'a rien à voir non plus. Et j'avais besoin aussi de temps perso pour ma boîte de production. Donc, voilà, c'était un chapitre clos. C'est quoi ce qu'on appelle, pour une comédienne, le Netflix effect ? Comment ça se manifeste dans le travail ? Comment le téléphone sonne ? Qu'est-ce qu'on te fait lire ? À quel billet d'avion on t'envoie, raconte-moi en fait. Non, je t'avoue que moi, le plus gros choc, et je sais que ça fait superficiel, mais c'est quand même un choc, c'est que je me suis réveillée, je crois, le lendemain de la sortie, et genre, t'as ton Instagram, il fait n'importe quoi. Tu sais, tu te dis, il y a un bug, il y a plein de notifs, etc. Et là, je vois, wow, je fais OK, on est presque à 1 million de followers, enfin 500 000 à ce moment-là, je sais plus, parce que je m'en fous un peu d'Insta, mais tu sais, tu vois l'effet immédiat de ce truc-là. Et qui, aujourd'hui, c'est une vérité, triste vérité certes, mais ça compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te demander ton nombre de followers avant de te prendre dans un projet. Ah bon ? C'est-à-dire qu'il y a des directeurs de casting ou des producteurs qui vont regarder les followers d'un comédien, d'une comédienne ? Parfois, tu as même des auditions où tu arrives et sur la feuille où tu dois remplir tes infos, tu dois mettre ton nombre de followers. Mais non. Si. Avant l'essai, quoi. Mais c'est complètement dingue. Ouais, après, ça s'explique de façon marketing, parce qu'aujourd'hui, le fait de bien jouer est presque aussi important, de bien faire la promo de ton projet. Ce qui peut être entendable, parce qu'on vit aussi dans un nouveau monde de consommation. Les plateformes aussi ont eu un effet où tu peux cliquer de chez toi, donc tu as envie de consommer beaucoup. Et en fait, je comprends aussi, de leur point de vue, que tu as besoin d'avoir des acteurs qui assurent aussi une bonne promo, parce qu'il y a tellement de contenu. Donc, en vrai, c'est logique, tu vois. Mais... c'est comme ça. C'est d'ailleurs le concept de cette émission, c'est qu'en fait, on clique pour que les gens comprennent un petit peu quoi regarder. Il y a tellement de choix. On s'est dit, on va faire une émission, on va juste cliquer pour les gens. Et à la fin, ils vont un petit peu comprendre. Parce que j'imagine que, comme on a le même genre de vie, quand tu es chez toi, on passe tous une demi-heure, 1 heure, mais juste à faire le pup, 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 complètement. Et à scroller. Ouais. C'est quoi le dernier truc que tu as kiffé, toi ? Moi, j'ai regardé récemment Empathie, qui est vraiment, en termes d'écriture,
Parce que surtout, je trouve que la comédie, c'est très difficile à faire. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à jouer et à écrire. Donc les bonnes comédies, je trouve, se font rares. Et là, il y a une écriture très acerbe et en même temps, c'est une comédie, mais ça parle de vrais sujets. Parce qu'en fait, c'est assez dark dans le fond, mais de la façon dont c'est traité, et c'est volontaire, c'est très enlevé, c'est très cynique, un peu dans un humour qu'on aurait pu avoir chez Fleabag, tu vois, ou des séries comme ça, plus anglaises, qui ont vraiment cet humour noir que j'aime beaucoup. Et là, donc, c'est Florence Lompré. Si je veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a coécrit, elle a produit, et je crois même qu'elle a peut-être réalisé. Exactement. Ouais, voilà. Thomas N'Gijol, je l'ai jamais trouvé aussi bien que dans cette série. Il est génial, Thomas. Fantastique. Ouais. Mais là, Thomas N'Gijol, il nous fait un nouveau run, là. Ouais. Il fait son run jusqu'au César. Moi, je milite pour Thomas au César. Ouais, bah, il mériterait. Ouais, franchement, il mérite. Même un Emmy Award. Moi, je lui donnerais. Non, mais il est dingue dedans, et elle est dingue, et tous les personnages sont... Et puis voilà, je trouve que aussi le titre, Empathie, c'est important, parce que ça manque d'empathie un petit peu aujourd'hui. On est dans une époque pas très empathique, ouais. Voilà, c'est dommage. Ça vient d'où? Bah, je pense que c'est tellement angoissant et que aussi on nous pousse un peu en quelque sorte à être très individualiste de plus en plus. Or, s'il y avait un tout petit peu plus d'empathie dans le monde, je pense que tout le monde irait beaucoup mieux. De l'empathie, t'en dégages beaucoup, et le Netflix effect dont tu parles, il a profité à une créatrice de mode dont tu as porté les vêtements dans Emily in Paris. C'est une des personnes les plus émergentes de la mode française actuelle. C'est quelqu'un dont on va entendre extrêmement parler pendant très, 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 très longtemps. Et je vous le dis, et sa première télé, c'est chez Click, c'est Alice Vaillant. Bonsoir Alice Vaillant, créatrice de mode étoile montante dans la mode française. Tu as fondé la maison Vaillant alors que tu avais à peine 25 ans. Tu as reçu en 2023 le prix Talent émergent au Grand Prix de la création de la ville de Paris. 2 fois finaliste au prix Pierre Berger. Camille Raza a porté tes créations dans la série Emily in Paris. Quel est le Netflix effect dont on parle quand on est une créatrice de mode et que Camille Raza porte ses vêtements dans Emily in Paris? Franchement, c'était juste dingue. Ce moment où Camille a porté mes vêtements dans la dernière saison, ça fait partie des grands moments de ma marque parce que je me suis réveillée un matin et en fait, j'avais beaucoup d'identifications sur Instagram et beaucoup de commandes aussi. Donc, c'était juste un super beau moment et aussi une grande reconnaissance, je pense, à l'international de ma marque. Et on ne peut jamais être sûr de l'effet que les vêtements vont avoir. Mais là, c'était assez dingue. Ouais. Camille, il y a des créateurs de mode qui t'ont appelé, qui t'ont dit merci, c'est complètement dingue. Ouais, bah, j'adore cette tenue, celle au musée, je l'aime trop. Il y a un créateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alphonse Maître-Pierre aussi. Effectivement, j'ai pu porter quelques tenues à lui. Il m'avait envoyé un message, il m'avait dit merci beaucoup. J'ai pu embaucher des gens, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Donc, je trouve ça chouette que, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Marilyn Fitoussi, la costume designer. Moi, je lui ai dit, c'est très bien de mettre des marques identifiées, mais j'aimerais vraiment qu'on aille chercher des gens aussi qui ont besoin de cette lumière parce que c'est un monde, tu le sais mieux que moi, qui est tellement compétitif et il y a tellement de marques superbes, etc., que c'est compliqué, en fait, de percer, d'avoir la lumière. Donc, j'ai dit à Marilyn, il y a tel et tel designer, dont Vaillant, dont plein d'autres designers que je voulais absolument mettre dans Emily. Et comment, toi, tu les as repérés? Bah moi, je suis une geek de la mode aussi, au même titre que les jeux vidéo. Et en fait, j'aime trop ça, tu vois, chercher des nouveaux créateurs, ça me passionne. Alors, si tu devrais m'expliquer à moi, c'est quoi la touche Alice Vaillant? Moi qui ne suis pas un geek de la mode. Bah, la marque Vaillant, je trouve que c'est la parisienne dans ce qu'on demande. Tout le temps, on me demande la question, tu sais, en interview, c'est quoi la parisienne? Et en fait, pour moi, c'est Vaillant parce que c'est un chic, mais qui est facile à porter et qui, en plus, est confortable dans des matières extrêmement confortables. Bonne définition. Merci. Ouais, j'adore. C'était quoi le motto pour créer cette marque? Bah, écoute, moi, j'étais assistante styliste avant de créer ma marque. Et une de mes dernières expériences, c'était chez Nina Ricci avec des directeurs artistiques jeunes. Ils se sont lancés et ça m'a un peu donné le courage de me dire qu'il fallait que j'essaye. Et après, ça faisait aussi super longtemps que j'y pensais dans ma tête, mais ouais, il m'a fallu un petit Parce que c'était pas le plan de départ, la mode. C'était pas parti Non. pour faire ça. C'était quoi avant la vie d'avant la mode? La vie d'avant la mode, c'était la danse. J'ai commencé la danse super jeune. C'était vraiment ma vie. J'étais à l'Opéra de Paris pendant presque 7 ans.
Donc c'est vrai que j'étais destinée à être danseuse, quoi. Mais j'ai envoyé tout valser. Ouais. J'aimerais qu'on clique sur un documentaire sur HBO qui parle d'un créateur de mode qui a marqué l'histoire, c'est Ralph Lauren. Et juste qu'on s'attarde sur la première minute ensemble et de voir ce que ça raconte sur l'impact d'arriver dans la mode et de créer son identité avec son nom. Dearest Ralph, as a designer, you conjure up all things I most care about. The country, misty mornings, summer afternoons, great open spaces, horses, cornfields, vegetable gardens, fireplaces, and Jack Russell Terriers. Your story is not about trends or fleeting moments, but about values and things that last. You've not only created a total concept of fashion and style, but by your consistency and integrity, protected it, always reminding us of the best things in life. And if you say something is very Ralph Lauren, you're immediately understood. C'est fou. Ça donne envie, bah ouais, mais c'est vrai. C'est quoi pour vous, Ralph Lauren, c'est qui? Bah, c'est ce qui a été dit là, c'est un lifestyle en fait, même plus qu'une marque. Ouais, c'est le chic. Ouais. Et quand on a une marque qui porte son nom, qu'est-ce que ça doit incarner, qu'est-ce que ça doit raconter? C'est vrai que c'est un grand parti pris de choisir son nom comme nom de marque. Surtout que moi, je suis très fière, en tout cas, d'avoir une marque éponyme en tant que femme, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a Isabelle Marant, Vanessa Bruno, Stella McCartney. Qui d'autre? Phoebe Philo. Oui. Qui vient de se Miuccia Prada. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a peu, et surtout de jeunes marques, en fait. Mais moi, je suis très fière de ce que je fais. Et puis, ma marque, c'est aussi moi, en fait. Donc, pour moi, c'était logique. Là, on est en pleine période de Fashion Week. Donc, il y a eu un défilé important. Défilé qui a été un hommage à ton papa, qui nous a quittés cet été. Comment est-ce qu'on arrive à rendre hommage à travers la mode à quelqu'un qu'on a aimé et qui nous a quittés? C'est vrai que là, ce défilé, il était assez spécial parce que, du coup, il a eu lieu à l'Opéra Bastille, où j'ai dansé beaucoup quand j'étais petite. Et c'est vrai que la danse, c'était une relation que j'avais principalement avec mon père. C'est lui qui m'amenait à mes cours de danse, à mes concours, et qui me soutenait beaucoup, presque trop. Et donc, de faire ça là-bas, d'avoir une performance avec des danseurs, de la musique classique en live, c'était une façon de lui rendre hommage. Et c'est vrai que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, donc je me suis aussi un peu pas mal plongée dans mon travail aussi. Le travail, c'est très prenant dans la mode. On avait reçu ici Olivier Roustin, qui nous expliquait que c'était un métier de solitude, que c'était un métier qui isole. Est-ce que c'est ton cas? Oui, mais en fait, moi, je suis très solitaire de base, donc en fait, ça me va très bien. Et c'est vrai que j'ai besoin de moments seuls très souvent, et j'adore ça. Donc c'est pas, je me sens assez à l'aise avec ça. J'aimerais citer une interview de Lucien Page, qui est un attaché de presse connu dans la mode, qui dit « Les gens de la mode sont beaucoup plus méchants que dans d'autres industries. C'est pourquoi je n'ai jamais trop aimé le diable s'habiller en Prada. Elle est trop gentille. » Ouais. Est-ce que c'est un milieu de méchants ou de mauvaises personnes? Et pourquoi cette méchanceté alors que c'est un métier, bon, on sauve pas des vies, quoi? Je pense pas que c'est forcément de la méchanceté. Je pense que c'est peut-être de la dureté. Je pense que c'est aussi un milieu qui est très difficile et que les gens qui y arrivent finalement arrivent à franchir beaucoup d'étapes et d'obstacles. Et voilà, et je pense que du coup, peut-être qu'ils le font un peu sentir aux gens qui débarquent, quoi. Et on peut rigoler un peu dans la mode ou c'est très sérieux? Non, on rigole, heureusement. Il y a quoi de marrant? Qu'est-ce qui vous a fait marrer récemment?
sais pas, mais on peut avoir des fous rires pendant des essayages, quand on essaye des choses, pendant des castings. Enfin, heureusement, c'est quand même assez fun et il faut aussi qu'on garde ce côté-là, en fait, parce qu'on fait aussi ça, pour la joie, pour les beaux moments, pour les fous rires. Et c'est ce que je disais hier à mon équipe, parce que je leur ai fait un discours pour les remercier, en fait, de leur travail après le défilé. Et c'est vrai qu'on en a parlé. Enfin, on pleure, on rigole, et c'est vraiment ces moments-là qui sont les plus beaux, en fait. La marque Alice Vaillante, elle est aussi connue pour montrer tout type de corps, pour ne pas avoir une uniformisation. Et on a l'impression que cette tendance du body positive, elle est quand même en train de disparaître. Que ça a été le cas pendant les années 2010, et que là, on revient à des corps très filiformes. Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai vu Camille qui a acquiescé tout de suite. C'est vrai, et c'est triste. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'écrire des nouveaux récits. Je pense qu'on n'a plus besoin de ça, en fait, pour représenter la mode. Moi, ce que je veux, c'est vraiment montrer des femmes vivantes dans les silhouettes que je propose. J'ai aussi envie que les femmes, elles puissent se reconnaître dans mes vêtements. Donc voilà, et Ashley Graham, qui était une de mes égéries, qui a fait ma dernière campagne et que j'aime énormément. Camille? Non, mais dis la vérité, Camille, voilà. Non, mais c'est vrai, déjà, juste le fait d'appeler une plus-size model une femme qui fait un 38, c'est pas normal. Enfin, déjà, de base, le seuil de normalité n'est pas au bon endroit. Moi, j'ai commencé le mannequinat, alors j'ai jamais été mannequin à défilé parce que je suis trop petite, mais même dans ce qu'on appelle les jobs commerciaux, c'est-à-dire beauté, où en fait, c'est essentiellement le visage en vérité, constamment, il y avait des retours de directeurs de casting, alors que je faisais, je sais pas, 8 kilos de moins, donc j'étais quand même relativement très mince, qui disaient elle est un peu trop grosse, il faudrait qu'elle perde un peu. On prenait les mesures, ah merde, elle a dépassé 90 cm de hanche, ça va pas du tout. Enfin, il y a un truc. Et effectivement, on fait 10 pas en arrière, c'est-à-dire qu'il y a eu un agacement, je pense, en général, surtout des consommateurs, qui au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas s'identifier à une femme qui fait 1m80 et qui fait un 32-34. Il y en a pour qui c'est une morphologie et c'est très bien aussi de les montrer. Je dis pas qu'il faut les invisibiliser, mais au bout d'un moment, il faut montrer un petit peu toute la population. Ça me semble important pour vendre des vêtements. Enfin, pour moi, c'est tellement logique. Mais je pense qu'il y a quand même un truc dans la mode qui se veut un petit peu élitiste aussi, ce que toi, tu fais pas du tout. Mais c'est vrai que de mettre des personnes à qui on peut pas s'identifier. Et aussi, il y a une raison très simple, c'est que les prototypes, du coup, on les met tous dans les mêmes tailles. Ouais. Et ça coûte beaucoup moins cher. Si je peux me permettre. Ouais, il y a ça. Il y a aussi, finalement, quand on fait les castings, on nous envoie en fait plein de mannequins. Et c'est vrai que la plupart, elles sont toutes extrêmement minces, voire maigres, en fait. Donc, je sais pas, sur 100 filles, il y en a peut-être que 10 qui vont faire un peu plus que du 36. Donc, il faut vraiment avoir des demandes très précises, en fait, quand on veut essayer d'avoir d'autres corps que du 34 ou du 36 sur un défilé. Et après, il y a la question des prototypes, il y a la question des boutiques, parce que du coup, moi, je suis, par exemple, super dépendante de ce que les boutiques achètent. Donc, ils m'achètent principalement, pour l'instant, des petites tailles. Donc, c'est tout un système, en fait, qu'il faut changer. Mais bon, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je veux. Donc, Camille, toi, est-ce que dans ta période mannequin, il y a des gens qui ont brisé ta confiance en toi en disant t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça? Ça va très vite, en fait, ce système. Ouais. Bah, surtout que, moi, à mon époque, tu avais le droit de commencer à 15-16 ans, tu vois, donc c'est quand même relativement jeune. Ton corps, il est littéralement en développement. Enfin, tu vois, t'es vraiment une ado, quoi. Donc, effectivement, tu commences à prendre des hanches, c'est normal, tu deviens une femme. Et donc, tu as un choc un peu où tu vois ton corps changer toi-même, où tu n'es pas forcément méga à l'aise, où tu vois que des filles à côté de toi qui sont extrêmement maigres, donc ça te trigger un peu. Et effectivement, moi, ça a été une relation compliquée avec la bouffe pendant 2-3 ans de ma vie, où je me disais, il faut que je sois plus mince, il faut que je sois plus mince, il faut que je sois plus mince. Très vite, ça m'est passé, parce que quand j'ai vu que j'allais pas grandir, je me suis dit, je ferai jamais ce métier de toute façon. Donc, j'ai eu presque de la chance de pas être si grande, franchement. Et je pense que ça m'a sauvée de beaucoup d'écueils. C'est quoi les écueils?
De poursuivre ce métier, de vouloir être mannequin show. C'est aussi une vie, au même titre que créateur, qui est très solitaire. Enfin, je veux dire, moi, les mannequins podium, je les respecte, je les envie pas du tout. Elles sont constamment dans des avions, elles sont constamment jet-laguées. Pour celles qui marchent pas de ouf, en fait, elles gagnent pas si bien leur vie. Il faut savoir qu'une agence de mannequins, quand elle prend des taxis, des vols, etc., c'est facturé, en fait, sur ton salaire que tu vas avoir après. Donc, une fois que tu as fait, je sais pas, tu as fait la Fashion Week de Milan, de New York, de machin, et que tu vas faire les castings, mais que tu n'en as booké qu'un, en fait, sur ton paycheck, il te reste quasiment rien à la fin. En fait, c'est pas la vie de rêve, mannequin. Mais pas du tout. Et parfois, tu as même des marques qui rémunèrent pas leurs mannequins et qui leur filent des fringues. Donc, c'est pas une vie facile. Hein. Moi, je suis très admirative de ce qu'elles font et je pense que je serais incapable de le faire. Camille, tu dis un truc intéressant, c'est qu'on voit beaucoup ce qui marche, mais on voit moins ce qui marche moins. C'est des métiers où il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comment est-ce que toi, tu as réussi je vais pas dire déjà à durer, parce que mine de rien, ça fait longtemps, mais comment tu as fait, en fait? Je sais pas, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi de par les rencontres, les gens qui m'aimaient bien humainement et en fait qui me rappelaient pour travailler. Je pense que ça compte d'être un bel humain parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais été dans les tops, tu vois, évidemment, c'est pas ça. Mais j'ai toujours bien gagné ma vie. Et tu vois, par exemple, tous les jobs que mes potes faisaient l'été, ça m'a permis de pas les faire aussi, tu vois, sans les dénigrer du tout. Mais j'ai eu un confort de vie très jeune de par l'expérience du mannequinat. Et aussi, je pense que j'ai eu une agence de mannequins qui m'a très bien entourée. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis avec eux depuis que j'ai 15 ans. Ça n'a pas bougé. J'ai toujours la même bouqueuse. On s'entend extrêmement bien. C'est une maman, donc elle comprend, elle fait attention. On m'a pas envoyé n'importe où. J'ai eu vraiment de la chance d'être entourée de gens bienveillants, encore une fois, et ça compte énormément. T'as vu des gens avec qui t'as démarré qui ont brillé? Pas brillé, mais qui ont craqué, quoi, qui n'ont pas tenu le choc? Ouais, j'ai vu des choses qui m'ont fait extrêmement de la peine. En fait, quand moi, je suis arrivée à 18 ans, même avant que j'ai 18 ans, d'ailleurs, j'étais dans ce qu'on appelle un appartement de mannequins. Donc, en fait, tu loges en coloc avec d'autres mannequins. Et moi, parmi ces mannequins-là, on était 5 en tout. On allait jusqu'à 5. Et la plupart faisaient les shows. Donc, c'est vraiment... là, c'est ce que je disais, c'est la précarité. La plupart venaient des pays de l'Est, parlaient pas français, parlaient à peine anglais et avaient en moyenne entre 16 et 19 max. Donc, très, très jeunes. Et en fait, j'ai vu qu'elles me piquaient ma bouffe dans le frigo parce qu'en fait, elles n'avaient pas d'argent pour s'acheter de la bouffe, que je les entendais se faire vomir. Enfin, c'était extrêmement douloureux. Il y en a une avec qui je m'étais liée d'amitié et je lui avais un peu demandé, on se débrouillait. À l'époque, tu n'avais pas les Google Trad comme ça, mais tu sais, on se débrouillait pour communiquer. Je disais, mais c'est quoi ta vie, en fait, en rentrant? Et elle était moldave. Elle me disait, moi, mon père est décédé, ma mère est toute seule, avec ma petite sœur. Dès que j'ai un paycheck, je l'envoie, en fait, à ma mère pour nourrir ma petite sœur. En fait, on ne se rend pas compte, mais ces filles-là, elles sont en train de défiler pour Chanel, par exemple. Et en fait, diamétralement, elles envoient une grande partie de leur salaire pour survivre. Et des années après, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces filles-là? Certaines, elles réussissent, elles deviennent des tops, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et donc là, effectivement, tu peux très, très bien gagner ta vie. Et après, je sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Parce que si on suit ton raisonnement, c'est des filles qui arrivent très, très jeunes dans ce milieu. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas fait d'études ou qu'elles ne peuvent pas en faire et qu'elles sont tout de suite projetées dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que si ça décline ou qu'il y a une fille plus belle qui arrive, elle se retrouve à 22, 25 ans, sans bagage, sans rien. C'est ça? Oui, théoriquement, effectivement, t'en as très très peu qui arrivent à faire des études à côté pour la simple bonne raison que en fait, ton emploi du temps, il est tellement mouvant et on peut t'appeler tellement, c'est toujours last minute, tu sais bien, tous les trucs de mode, que tu peux pas en fait vraiment, à moins que tu le fasses à correspondance. Et là, vraiment, t'es mon super-héros parce que c'est très fatigant de faire ce métier. Pourquoi est-ce que la mode, ça fait encore rêver? Parce que je pense que à chaque saison, on est surpris par les visions qui sont proposées et que en fait, la mode, c'est aussi une part de rêve en fait, et qu'on en a besoin. Votre top 3 créateurs, créatrices de mode, toutes les deux? Moi, Miuccia Prada, pareil. Top 1. Pareil. Pourquoi? Expliquez-nous, nous on est des profanes. Parce que déjà, ça fait longtemps qu'elle est là, que c'est une marque de femmes. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime sa vision de la féminité. C'est une féminité un peu intellectuelle. Elle travaille un peu les codes du moche, tu vois, qu'elle rend cool. Voilà. Camille?
Ah, carrément, moi je respecte la femme et puis j'adore parce qu'elle a fait Prada, ensuite elle a fait Miu Miu. C'est un peu, on retrouve vraiment son identité dans les deux, mais elle sait jouer avec les codes. Effectivement, c'est une féminité qui est un peu décalée. Moi j'aime bien que ce soit pas, entre guillemets, le côté juste glamour ou sexy. Pour moi ça l'est, mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est rendre du moche attrayant. Et c'est super difficile à faire, dit comme ça, mais c'est super difficile à faire. Et après, moi j'aime beaucoup aussi Stella McCartney. Numéro 2. Je sais pas si c'est le numéro 2, moi c'est Alexander McQueen, littéralement, mais c'est pas une femme. Mais bon. Mais Stella McCartney, parce que j'aime son engagement, effectivement, écologique, tu vois, elle est... Et puis ça a l'air d'être une femme super cool. Je vais la rencontrer ce soir d'ailleurs. Donc, tu lui passeras le bonjour de la part de Click. Avant de se quitter, Alice, j'aimerais qu'on clique ensemble sur, je pense, le meilleur film jamais fait sur la mode, et c'est une comédie. Ça s'appelle Zoolander de Ben Stiller, et on va juste se mettre cette petite scène. Salut, je suis l'ancien top modèle homme Derek Zoolander. Et ici, au centre Derek Zoolander pour les enfants qui lisent pas génial et qui veulent apprendre à faire génial d'autres trucs, on enseigne aux élèves de tout âge tout ce qu'on doit savoir pour devenir un modèle professionnel et un être humain professionnel. Dans notre corps enseignant, il y a le prof de gestion commerciale qui est mon ancien agent, Maury Bolstein. Le styliste vous tient par les moustons en vous proposant 10 millions, plus une commission de 3% sur chaque slip vendu. Qu'est-ce que vous lui dites? Venez voir! On veut beaucoup plus! Exact, c'est la seule et bonne réponse. Alors venez tous, car dans le centre Derek Zoolander pour les enfants qui lisent pas génial et qui veulent apprendre à faire génial d'autres trucs, on vous enseigne qu'il y a autre chose dans la vie que d'avoir un physique très séduisant. Pas vrai les gosses? Ouais! Poupée! On est d'accord, il y a d'autres choses dans la vie que d'avoir un physique très séduisant. Bah oui, heureusement. Merci beaucoup, Alice. Merci.